courage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Tels sont les vers connus de Don Diego, père de Rodrigue, le Cid, l'une des grandes œuvres de Pierre Corneille, le dramaturge français du XVIIe siècle. Et oui, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Un génie, une histoire, nous allons découvrir la vie de Corneille et à la clé, une de ses grandes œuvres. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir Bernadette, l'une des descendantes du dramaturge, ainsi que Martine Combe, historienne spécialisée en littérature française, qui nous permettra de découvrir le théâtre au XVIIe siècle, du classique au baroque. Bonjour Bernadette. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez conservé une grande partie, ou du moins des copies du journal intime en quelque sorte de votre arrière-arrière et j'en passe grand-père? Alors oui, effectivement, j'ai plusieurs documents qu'il avait laissés avant sa mort. D'accord, et du coup pourriez-vous nous raconter un peu sa vie, ses débuts à Rouen? On rappelle quand même qu'à l'époque c'est la deuxième ville du royaume, une ville de commerce, de justice, jusqu'où se fait sentir le phénomène des marées. C'est une ville médiévale très peuplée. Eh bien oui, Corneille est né le 6 juin 1606 à Rouen, dans une famille aisée puisque sa mère est fille d'avocat et son père est maître des eaux et forêts. C'est une famille nombreuse puisqu'il est l'aîné de 6 enfants. Il partage son enfance entre la maison natale de la rue de la Pie et une propriété à la campagne de 25 hectares à Petit-Couronne, tout près de Rouen. Et il poursuivra ses études aux jésuites, c'est ça? Tout à fait, il découvrira la rhétorique latine, la géométrie, la philosophie et surtout, à travers le grec, les héros de l'Antiquité. D'ailleurs, c'était un élève brillant qui obtient en classe de 3e le second prix de versification latine et il reçoit en guise de prix un très bel ouvrage en grec hérodien traduit en latin qui relate les événements qui se sont déroulés à la mort de Marc Aurèle et qui l'inspirera beaucoup par la suite. Et c'est après sa scolarité qu'il se lance dans sa carrière de dramaturge? Alors non, il entame d'abord des études de droit et il est reçu à 18 ans comme avocat au Parlement de Rouen en tant que stagiaire. Mais malheureusement, Corneille a plusieurs défauts. D'abord, il est timide et puis il bégaye, ce qui fait qu'il n'arrive pas à plaider. Ça lui a valu beaucoup de critiques d'ailleurs. Les gens le trouvaient grossier, il n'était pas aidé par son physique non plus, mais ça l'a quand même aidé pour l'écrit. Et parlez-nous du théâtre à Rouen. Eh bien, c'est une ville dans laquelle le théâtre est en plein essor et en quelques années, il y a des troupes d'itinérants de France qui s'y produisent. Et l'une de ces troupes a un chef nommé Mondori, qui fut le fondateur du Théâtre des Marais, qui est un théâtre très important à Paris à l'époque. Et c'est à lui que Corneille doit en partie sa réussite. Tout à fait, puisqu'il lui remet sa première comédie, Mélite, en 1629, qui sera jouée au jeu de paume et rencontrera un succès fou. Bien que la pièce ne respecte pas la règle d'unité de temps, ce qui le poussera d'ailleurs à écrire une nouvelle pièce respectueuse des règles qui s'appelle Clitandre, qui est une tragicomédie. Effectivement, en tout Corneille écrira 9 comédies, dont La Veuve, La Place Royale, et à moins de 30 ans, il faut quand même le préciser. Cependant, en 1635, il se lance dans la tragédie, avec l'un de ses succès, Médée, qui a toutes sortes d'effets baroques. Et ces réussites vont lui permettre de se protéger par de grandes personnalités, telles que Monsieur et Madame Lyoncourt ou encore le cardinal de Richelieu. C'est grâce à lui que Corneille va entrer dans la société des 5 auteurs, qui sont chargés tout simplement de réaliser des tragédies et des comédies sur des canevas qui ont été imaginés par le cardinal. C'est grâce à lui que Corneille va entrer dans la société des 5 auteurs, qui sont chargés tout simplement de réaliser des tragédies et des comédies sur des canevas qui ont été imaginés par le cardinal. On connaît tous, par exemple, la comédie des Tuileries. Mais Corneille va préférer revenir de son côté à la tragicomédie, avec l'illusion comique en 1636. Merci beaucoup Bernadette. De rien, merci à vous. Nous allons donc nous intéresser à l'illusion comique de 1636, qui vaudra au père de Corneille des lettres d'anoblissement. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Alors vous qui êtes historienne, que pouvez-vous nous apprendre sur Corneille et sur cette tragicomédie?
Alors d'abord, il faut savoir que le climat dans lequel était élevé Corneille était parfait. Il était protégé des miasmes parisiens et il était en province. Une province riche et peuplée qui se remet des guerres de religion et qui a soif d'art et de théâtre. D'ailleurs, Corneille s'inspire de Shakespeare, qui est très apprécié de la population. En effet, mais il s'inspire surtout de l'Espagne, comme on peut le voir dans le Cid avec son intrigue espagnole. Alors serait-il possible de réaliser une brève analyse de l'illusion comique à notre auditoire, passionné par cette fourberie au final de Corneille, pièce qui va marquer un tournant dans sa carrière d'ailleurs, puisqu'ensuite il n'écrira plus que des tragédies, à part Le Menteur en 1643. On rappelle brièvement les personnages: Alcandre le magicien, Matamor le capitaine gascon amoureux d'Isabelle, Pridamant le père de Clindor, Ardaste le gentilhomme amoureux d'Isabelle, Géronte le père d'Isabelle, Clindor le suivant du capitaine et amant d'Isabelle, et Lise la servante d'Isabelle. Alors pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce, dans le premier acte, un père Pridamant cherche à retrouver son fils Clindor qu'il n'a plus vu depuis 10 ans, et il est amené dans la grotte d'un magicien, Alcandre, qui est plein de pouvoir, et va lui demander de montrer la vie de son fils. Acte 2, Alcandre reconstitue la scène sous les yeux de Pridamant. Il peut voir Clindor, son fils, flatter son maître Matamor, qui bat en retraite lorsqu'il voit Isabelle et Ardaste, son prétendant. Clindor et Isabelle se retrouvent seuls et s'avouent mutuellement leur amour. Mais Isabelle a peur de l'opposition de son père face à cette liaison. Ensuite, dans l'acte 3, Géronte reproche à sa fille de rejeter Ardaste et va la forcer à épouser celui-ci. Matamor vient demander la main d'Isabelle et se fait rejeter par Géronte. Lise, la servante jalouse d'Isabelle, puisqu'elle est amoureuse de Clindor elle aussi, souhaite se venger et Clindor vient la flatter. Ensuite, Clindor et Isabelle se font surprendre par Matamor, qui est atterré et menace de tuer Clindor. Clindor l'effraie et Matamor abandonne ses conspirations pour Isabelle. Il embrasse ensuite Isabelle, mais ils sont surpris par Ardaste. Alors Clindor le tue, mais évidemment, il est surpris par le valet de Géronte, qui l'envoie en prison, et tout ça sous les yeux de Pridamant, son père. Dans l'acte suivant, Isabelle fait vœu de suivre son amant dans la mort si tel est son sort. La servante va tenter de sauver Clindor en séduisant le geôlier qui organisera sa fuite. Dans le dernier acte, on retrouve Isabelle en princesse et on voit qu'elle est trompée par Clindor avec la princesse Rosine. Clindor fait alors l'éloge de l'infidélité à Isabelle qui menace de se suicider. Des hommes arrivent et exécutent Clindor et Rosine pour leur liaison. Et c'est là le moment magique de la pièce, puisque Pridamant, qui est effondré par la mort de son fils, le voit partager de l'argent avec les autres personnes et retirer leurs costumes. Et on comprend alors que depuis le début, tout n'est que mascarade et on assiste en fait à une pièce de théâtre qui est une réelle mise en abîme. Effectivement, dans cette pièce, Corneille mélange tous les genres. Je le cite. Le premier n'est qu'un prologue, s'inspire de la pastorale. Les 3 suivants font une comédie imparfaite, avec son personnage de la commedia dell'arte Matamor. Cette comédie imparfaite évolue vers une tragicomédie, avec ses épisodes de rivalité, d'emprisonnement et de mort. Le dernier est une tragédie, et tout cela ensemble fait une comédie. Que peut-on dire de la structure de cette pièce représentée pour la première fois en 1636 au Théâtre du Marais ? Dans le théâtre baroque, l'idée était que la vie est un théâtre, et c'est dans ce contexte que Corneille écrit sa pièce. La pièce est construite sur une illusion avec la fausse mort de Clindor. Corneille veut donc mettre en avant le jeu des apparences trompeuses. Il construit sa pièce de manière complexe, avec du théâtre dans le théâtre. Le spectateur est donc trompé jusqu'au dernier moment. Ici, l'influence du baroque, c'est aussi de confondre la vraie vie de Clindor et le rôle qu'il joue. C'est d'utiliser le changement d'identité, le déguisement, l'illusion à toutes les échelles et à tous les temps. Le décor lui-même, la grotte, une idée fantastique car elle est la métaphore d'une scène de théâtre avec des spectateurs, eux-mêmes regardés par les spectateurs. On le voit aussi dans la première tirade de Dorante. L'histoire n'est pas linéaire. Tout d'abord, on a plusieurs histoires enchâssées les unes dans les autres, puisqu'à l'histoire principale se superposent des histoires secondaires. Histoire d'Alcandre, la vengeance de Lise. Les actions s'entrecroisent, certaines restent inachevées, comme Matamor qu'on ne retrouve qu'après plusieurs jours. Il y a des digressions. Tout cela interrompt l'unité et le spectateur est désorienté.
ce qui fait qu'à la fin de la pièce, le spectateur, comme Pridamant, qui devient alors le double ou le miroir en quelque sorte, ne savent plus ce qui est réalité ou ce qui est de la fiction. Et que peut-on dire sur la règle des 3 unités dans cette pièce ? Eh bien, on dirait qu'elle n'est pas respectée lorsqu'on raconte l'histoire de Clindor. En effet, 2 ans s'écoulent entre la fin de l'acte 4 et le début de l'acte 5. Il semble donc qu'il n'y ait pas d'unité de temps. L'unité de lieu, elle non plus, n'est pas respectée puisque l'acte 1 s'ouvre dans la grotte d'Alcandre en Touraine, alors que l'histoire se déroule à Bordeaux pour l'essentiel et que le dernier acte se passe à Paris. Et que dire de l'action ? Tant d'intrigues enchâssées. Et pourtant si, Corneille réussit le tour de force et déjoue ce qui aurait pu faire refuser sa pièce. C'est extraordinaire. Tout se passe dans la grotte d'Alcandre, unité de lieu, et seulement en quelques heures, unité de temps. L'action est unique puisqu'il s'agit de la vision de Pridamant. Par quoi peut être expliqué ce respect mitigé des règles ? D'abord, la fixation des règles et la rigidification du fait qu'il faille s'y conformer vient avec Racine, c'est-à-dire un tout petit peu plus tard. Ici, on est dans une période de transition, donc un moment de passage du baroque qui reste encore très influent au classicisme. Corneille, par la suite, sera incité à suivre les règles de façon plus conforme au fur et à mesure que ces règles prendront de l'importance pour finir par devenir une norme à respecter. Il disait d'ailleurs qu'il considérait l'illusion comique comme un caprice et un monstre étrange. Et donc, on peut dire que bien que la pièce soit essentiellement baroque, avec la légèreté des intrigues amoureuses par exemple, on a des éléments tragiques qui font référence au classicisme. En effet, la présence de la mort de Clindor rapproche le spectateur des sentiments de terreur et de pitié recherchés dans le tragique. De même, la présence des monologues de Clindor et Isabelle sont des éléments empruntés à ce style théâtral. Et peut-on dire qu'il y a un mélange des genres théâtraux du coup dans cette pièce ? Alors oui, effectivement, puisqu'il y a la commedia dell'arte, qui est la source principale du renouveau dramatique au XVIIe siècle, qui synthétise la tradition populaire et les recherches esthétiques menées dans les académies de la Renaissance en Italie. Donc ici, c'est Matamor qui est emprunté à la commedia dell'arte, car c'est un personnage à la fois galant et grotesque. Il y a aussi la pastorale, qui est réactualisée au XVe au XVIe siècle. Elle exige un décor d'une nature idéalisée selon le modèle antique de l'Arcadie. On retrouve ce genre dans le premier acte, avec le cadre de la grotte en Touraine. Alors, et du coup, tout ça va nous mener à parler des théâtres au XVIIe siècle. Y avait-il une construction spécifique pour les théâtres à cette époque-ci ? Au début du XVIIe siècle, il n'y a pas vraiment de salle de théâtre organisée. Les troupes sont souvent itinérantes et jouent parfois à l'extérieur. Les spectateurs sont le plus souvent debout ou sur quelques bancs posés ça et là. Les scènes sont improvisées. À Paris, le théâtre se déroule pour les théâtres populaires dans les salles de jeux de paume, donc l'ancien jeu de tennis, dans laquelle, donc ce sont des salles rectangulaires. On organisait une scène en bois et les spectateurs les plus pauvres étaient debout. Les spectateurs de la bourgeoisie ou de la noblesse étaient assis sur des sièges sur le côté. Petit à petit, la demande de théâtre se fait plus pressante et donc des salles vont commencer à être établies. Alors la seule salle de théâtre bien organisée, c'est celle de l'Hôtel Bourbon, qui est une salle spécifique dédiée au théâtre, mais qui n'est accessible qu'à la noblesse au départ. Puis petit à petit, en fait, on va construire une salle secondaire qui est le théâtre du Marais. Et ce théâtre du Marais prend une importance très très grande par rapport à l'Hôtel Bourbon et c'est là que se déroulent les principales pièces de Molière, de Corneille et c'est grâce au cardinal Richelieu qui organise tout ça. Alors la scène devient de plus en plus large et vaste. À l'Hôtel Bourbon déjà on avait 3 petites portes pour ouvrir et faire des coulisses et des tentures qui étaient posées au fond de la scène pour faire le décor. Petit à petit, on va substituer à ces tentures 3 types de décors. On a un paysage, une place publique et un palais, ce qui permet en fait de faire dérouler différentes scènes et de se prêter à tous les types de théâtre. On va aussi de plus en plus embellir la salle.
Alors on pose des corniches, des moulures, on reprend un peu le théâtre de la Renaissance, mais dans une influence de l'Antiquité. Et on a aussi une forte influence du théâtre italien avec les tentures rouges, les fauteuils moulurés, rouges, qui se fait sentir. Ce qui est aussi important, c'est sur la fin du XVIIe siècle, petit à petit, donc on a de plus en plus de salles qui sont dédiées au théâtre, et on va utiliser des machineries pour pouvoir déplacer les objets, le décor, et donc on arrive à une complexification du décor qui permet l'identification du spectateur à la scène. Voilà, on a aussi une évolution sur les costumes, puisque au départ les comédiens n'avaient pas de costume, ils jouaient avec des choses assez simples, des vêtements assez simples, et petit à petit on va aller vers des costumes travaillés en fonction du personnage qui est représenté, de sa position sociale, et on va enlever les masques, puisqu'au début du XVIIe on joue encore avec des masques. On va aller sur le maquillage, les perruques, les chapeaux. C'est aussi l'apparition de la femme en tant qu'actrice au XVIIe siècle, puisque on va avoir les premières femmes comme Marie Frey qui peuvent rentrer sur scène en tant que comédienne. Voilà. Eh bien, merci à vous Martine, à Bernadette et merci à nos chers auditeurs. Du coup, c'était une description très imagée de ce que pouvaient être les théâtres à cette époque-ci. Et pour finir et en revenir à Corneille, ce dernier, à l'aide du cardinal de Richelieu, réussira au final à faire du théâtre un outil politique et connaîtra un succès phénoménal en 1637 avec sa tragicomédie Le Cid. Il épousera Marie de Lampérière en 1641, avec qui il aura 7 enfants, et entrera en 1647 à l'Académie française. Sa carrière de théâtre s'arrêtera en 1651 suite à son échec avec la tragédie Pertharite, et il mourra le 1er octobre 1684 à Paris en ayant marqué l'esprit des Français de son siècle, mais aussi du monde pour les siècles suivants. Demain, dans Un génie, une histoire, nous partirons à la rencontre de Molière pour faire rire les honnêtes gens. Alors, bonne soirée à toutes et à toutes et à demain. Place maintenant au jeu et à la question du jour. Je suis une pièce de théâtre dont l'action est romanesque, l'intrigue tragique et le dénouement heureux. Qui suis-je ? Petit A, la commedia dell'arte. Petit B, la tragicomédie. Ou petit C, la pastorale. Envoyez votre réponse par SMS au 7 14 14 pour tenter de gagner un pass 3 jours au Théâtre du Marais, à l'Opéra Garnier et au Théâtre Chailloux.